Amis des colis de fans, bonjour. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis très gâté question colis de fans, vu que j'en ai reçu, enfin pas exactement en même temps, mais enfin, on va dire 3. On va dire un petit, un moyen et un gros. Enfin, pas dans cet ordre-là. Et ben voilà, aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi ce que m'a très gentiment envoyé Joseph, qui m'a envoyé un colis, ma foi, assez conséquent, et avec plein de trucs sympas à l'intérieur. Alors comme d'habitude, on va regarder ça, pas vraiment avec un ordre logique, mais c'est pas grave, ça vient venir comme je le prends dedans. Alors il y avait déjà ce petit adaptateur, qui, comme on peut le voir, permet, là, en ouvrant le capot, voilà, bah, de faire en fait un branchement avec je pense différents types de câbles pour aller sur cette fiche Kinch. Donc voilà. Alors, bon, honnêtement c'est la première fois que je vois ça. Il doit y avoir des câbles qui vont spécialement bien se mettre là-dedans, ou alors c'est quelque chose qui s'en fiche parce que on n'a pas l'impression que c'est fait pour souder. Enfin voilà, si quelqu'un sait à quoi ça sert, je suis preneur. Alors ensuite, il y avait cette boîte pleine de voyants, des voyants que je vous ai déjà présentés dans un autre colis. Enfin, je vous ai présenté les ampoules qu'il y avait dedans. Et là, bon, voilà, on voit qu'il y a différents types de voyants, donc qui ont ce qu'on appelle voilà, un cabochon de différentes couleurs. Et à l'intérieur, les fameuses ampoules, alors qui sont toujours un petit peu compliquées à sortir. Enfin voilà, on doit pouvoir le faire comme ça. Je pense avec... en les faisant glisser de cette façon-là. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a ces ampoules là de type luciole, téléphonique, ça a différents noms, qui existent bien sûr, comme je vous l'ai dit l'autre fois, avec différents styles de tension, de courant. Et donc voilà, qui viennent s'enficher comme ça à l'intérieur. Et tac, on a différents types de cabochons, donc là on peut voir différentes couleurs, vert, jaune. Alors c'est vrai que maintenant les indicateurs, je veux dire, ampoule, incandescence, ça passait un petit peu de mode, mais on peut trouver, comme je l'ai dit, des ampoules comme ça, sous forme de LED, ou carrément, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire, bah là il n'y a pas d'ampoule dans celui-là, mais enfin, je veux dire, à partir d'une ampoule, justement, morte par exemple, on peut, enfin, voilà, on peut bricoler un petit peu pour mettre une LED dedans. Alors bien sûr, si on met une LED, alors il y en a où il y a une sorte de pont dresseur dedans pour que ça marche dans tous les sens. Sinon, bien sûr, s'il n'y a qu'une seule LED, c'est polarisé. Enfin voilà, donc là, j'ai de quoi faire des beaux panneaux vintage avec plein de voyants qui clignotent façon homme qui valait 3 milliards. Cet homme, nous allons le reconstruire. Nous en avons la capacité technique. Il sera plus beau, plus fort, en un mot, le meilleur. Je suis sûr que ça rappellera des choses à certains. Alors là, il y avait un certain nombre de composants de type, on va dire, triac, qui sont donc des triacs de puissance. J'ai trouvé le datasheet. Voilà. Donc ça, je vous avais déjà montré ça. Voilà, c'est des trucs qui tiennent dans les 40 ampères, je crois, ce qui est déjà, ma foi, plutôt sympa. Donc là, on va voir que c'est des modèles donc non isolés, avec ici les COS. Et voilà. On a les deux bornes, on appelle souvent MT1, MT2, et ici la gâchette. Alors en parlant de triac, il y en avait d'autres modèles qui sont des modèles isolés. Alors ça, je veux dire, je n'avais jamais vu avec ces boîtiers-là. Comme quoi, on en découvre tous les jours. C'est vraiment incroyable la diversité qu'il peut y avoir dans les boîtiers. Et là, on peut voir que là, c'est des modèles qui sont isolés, c'est-à-dire que on peut les monter sur un radiateur toujours à l'aide de ce filetage, mais on peut voir ici cette espèce de bague qui a l'air de la céramique. Et là, pour le coup, on retrouve les connexions. Voilà, ici MT1, MT2 gâchette. Mais voilà, ça a l'avantage de ne pas être obligé de les monter avec un mica ou un isolant, ou ce qu'on fait parfois en isolant le radiateur. Donc ça, c'est sûr que c'est mieux. Donc c'est pareil, je crois que c'est des modèles 40 ampères. C'est un peu les mêmes, mais je veux dire, en version isolée. Ce qui est pas mal, et d'ailleurs c'est pas impossible que ça me serve bientôt dans un montage que je vous montrerai. Alors ensuite il y avait différents types de boutons. Alors voilà, pareil, le nombre de boutons qu'il peut y avoir, je veux dire, différents, c'est absolument phénoménal, avec des looks plus ou moins modernes, plus ou moins rétro. Donc là on voit voilà, ces beaux boutons là.
qui ont une graduation, on peut voir de 0 à 10. Et alors, bien sûr qu'ils ont plutôt un look relativement ancien, mais enfin voilà, ça peut faire des fois pour des appareils sympas. Là, on a un autre modèle, comme on peut voir, qui est déjà un petit peu plus moderne. Voilà, donc toujours fixé sur apparemment ça va être des axes standards de 6,3 mm. Donc voilà, donc ces boutons, donc ça, bah, bon, je ne sais pas si j'ai plus en réserve de boutons ou de potentiomètre. Enfin, alors ceux-là, ils sont intéressants, c'est des boutons qui sont très lourds, parce qu'ils sont en métal massif. Voilà, alors ce que c'est comme métal, vu le poids, c'est certainement pas de l'aluminium. Ça doit être, je sais pas, peut-être du Zamac ou quelque chose comme ça. Et donc là, on retrouve ces boutons. Alors ça, c'est vraiment du costaud de chez costaud. C'est, comme je dis, c'est du métal massif. Après, alors, il y avait plein de lots de portes fusibles. Donc, des portes fusibles comme ça, qui sont faits pour les modèles américains, là, qui sont assez longs, avec marqué Fuse dessus. Donc on peut voir, ils sont tout neufs. Hein. Alors, c'est vrai que du New Old Stock, comme ça, on peut le voir. Des fois, les pattes sont un petit peu oxydées. Mais alors, c'est vraiment pas un problème. Il suffit souvent, avant de les souder, de les gratter un petit peu avec une brosse métallique, comme ça. Et souvent, ça suffit pour leur redonner le brillant. Avec la soudure et le flux qu'il y a dedans, ça peut suffire. Donc ça, bah, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, parce que j'ai beaucoup de fusibles de ce style-là. Et bah, ça me permettra de les utiliser dans des montages. Alors après, il y avait plein de types de connecteurs. Bon, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je vous ai déjà montré ces petits connecteurs là à sertir, qui sont bien sûr toujours utiles. On peut voir, c'est très très varié. Hein. Là, il y a quelque chose que ça c'est sûr que j'utiliserai, c'est ces belles petites entretoises en laiton, filetées 3 mm là. Donc on peut utiliser comme ça, et éventuellement on peut les repercer. C'est bien des fois d'en avoir des longues, parce que ça permet par exemple de monter des trucs en face avant, et éventuellement après en les reperçant, taraudant, de tenir un circuit voilà, comme ça par rapport à la face avant. Donc ça c'est plutôt très sympa. Alors là il y avait des bouchons de terminaison d'impédance, mais j'en ai pas des comme ça, c'est des 75 ohms. Hein, pour info, les BNC, ça existe en 50 ohms, en 75 ohms, peut-être même d'autres impédances, mais enfin c'est surtout ça. Et là, on peut voir, voilà, donc c'est des résistances de terminaison 75 ohms. Donc ça, je rappelle que c'est de façon à éviter les réflexions sur les câbles, et on peut mettre ça comme ça en terminaison. Alors toujours en parlant de BNC, ben là il y avait plein de raccords comme ça, qui sont des raccords qui permettent de... Comme on peut le voir, le mettre de bout à bout. Je pense que c'est les 75 ohms aussi, ça. Voilà, de mettre bout à bout des câbles BNC. Et alors, dans le type BNC encore, on peut trouver ces connecteurs qui, pareil, eux, sont faits pour être soudés sur des PCB. Voilà. Et sont comme ça, donc pour se mettre sur des PCB. Ça, j'en avais pas des comme ça. Donc voilà, l'idée c'est toujours avoir du choix. Donc ça, très bien. Là, on peut voir, il y avait d'autres sortes de portes fusibles. Donc, des modèles, pareil, que je n'avais jamais vus. Encore une fois, la diversité, ça m'étonne toujours. Voilà, là, il y a ces modèles-là, avec une sorte de petite étiquette, comme ça, et qui se fixe justement grâce à... Là, on enlève l'étiquette, et on peut voir, voilà, il n'y a pas de filetage. Ça se fixe là, comme ça, avec une vis. Et derrière, bah, ça doit sans doute permettre de mettre une étiquette pour marquer ce que c'est. Donc voilà. Alors après, il y avait quelques boîtes de relais comme ça, donc d'une marque de relais très très connue, hein, qui s'appelle Omron. Donc des relais 24 volts. Et on va voir, c'est des très très beaux relais, qui sont pareils. Tout ça, c'est trois quarts des trucs, c'est vraiment des trucs tout neufs. Et là, on peut voir ces relais, donc ils sont livrés là, comme on peut le voir, avec de la visserie. Et qui donc peuvent être montés comme ça, alors je sais pas, sur des châssis, ce qu'on veut. Et là on peut voir ces contacts, voilà, je sais pas si on voit bien, des relais 24 volts, donc inverseur. Donc voilà, ça c'est pareil, les relais ça sert toujours. Alors là, des connecteurs, alors, ça fait pas longtemps que je les connais ces connecteurs. Et c'est des connecteurs qui sont plus tellement en usage, mais qui étaient utilisés. Donc c'est des connecteurs HF qui sont très bizarres en fait. Comme on peut voir, voilà, ils se présentent comme ça. On pourrait croire qu'il manque quelque chose, mais non. Et l'idée c'est que
bah, ça vient se mettre, les deux espèces de rivets là, se mettent en face de l'autre. Et ça fait contact comme ça. Donc là, on voit, c'est les paires mâle-femelle. Mais il n'y a pas longtemps, justement, un internaute que je connais avait un appareil, un générateur, je crois, qui sortait sur ce genre de connecteur. Et là, ça permet donc de se mettre dessus. Donc là, apparemment, c'est des connecteurs tout neufs. Mais vraiment pas fréquents. Enfin, voilà. Ça me permet encore aussi, là, d'avoir ça au besoin. Alors après, là, on va découvrir un certain nombre de composants dans ces boîtes. Alors là, c'est pareil, des choses qui sont pas très modernes. Où on voit, c'est ce qu'on appelle des fois des dominos. Mais là, ils sont en porcelaine. Ils sont pas du tout en plastique. Alors porcelaine, c'est quelque chose qui a été utilisé comme isolant très souvent, mais qui a aussi un avantage par rapport au plastique, c'est que ça tient la température. Et ça peut des fois être vachement intéressant. Si par exemple je veux fixer des résistances chauffantes, des trucs comme ça, là, c'est quelque chose qui risque pas de fondre. Et là, on peut voir aussi un certain nombre de résistances, de puissance. Bon, pour les héros, ils ont été un petit peu choqués. Donc, pour info, c'est de la 47 ohms, 25 watts. Donc voilà, des belles résistances bobinées. Alors toujours, là on voit toujours, ça passe du coq à l'âne. Ça quelque chose, alors ça j'en utilise énormément, donc je suis sûr que je les utiliserai. C'est ce qu'on appelle couramment des passe-fils, voilà, hein, en caoutchouc, qui permettent, quand on fait un trou dans une tôle, on met ça, ce qui permet de passer des fils dedans, sans que ça risque d'abîmer le fil, hein, la tôle étant coupante, même s'il y a des vibrations, des trucs comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui sert vraiment bien. Alors d'autres types de connecteurs. Et là, c'est pareil. Ces types-là, je reconnais que c'est nouveau. J'avais jamais vu ce genre-là. On peut voir, c'est des connecteurs 3 broches comme ça, en sorte de triangle. Et bien sûr, le connecteur qui va avec, voilà. Et qui vient se mettre, voilà, et se visser. Donc ça, c'est sans doute des connecteurs qui sont très robustes pour aller dehors ou je veux dire faire des connexions de dire un petit peu à toute épreuve. Donc voilà, il y en a trois paires mâle-femelle. Et ça, je pense que ça peut quand même passer du courant. Même si c'est pas quand même. Enfin, à mon avis, le but est quand même pas de passer un courant phénoménal. Et surtout, on peut voir qu'il y a une cosse qui est plus longue que l'autre. Alors ça, souvent, c'est la masse qu'on met comme ça. Ça a l'avantage dans plein de connecteurs, on retrouve ça dans les connecteurs USB et tout ça, de connecter la masse en premier avant les signaux, ce qui est toujours une bonne pratique. Alors ça correspond peut-être à un standard, hein, ces connecteurs-là. Honnêtement, je ne le connais pas. Mais j'en aurais potentiellement l'usage aussi. Alors là, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, et que tout le monde reconnaîtra, c'est des roulements à billes. Bon, je ne vais pas les sortir, hein, tout le monde sait ce que c'est qu'un roulement à billes. Donc là, il y a plein de roulements à billes SKF tout neufs. Et ça, bien sûr, voilà, tous mes petits robots, mes machins. Les roulements à billes, ça sert aussi énormément. Là, il y a plein d'embouts de différentes sortes. Donc ça, c'est généralement des trucs qu'on trouve avec des prises d'adaptateurs qui permettent potentiellement d'adapter plein de styles d'embouts voilà, par rapport à quelque chose qui est toujours le même. Alors justement, ça tombe bien parce que j'ai déjà des câbles comme ça. Donc là, voilà, on voit qu'il y a un choix phénoménal d'embouts. Et ça peut bien sûr servir, surtout pas forcément en fixe, mais aussi en réparation, quand on a besoin d'alimenter des trucs. Après, il y avait ces selfs là. Donc là, self SFT 1240 5 A, Conrad. Donc Conrad, un vendeur bien connu. Donc bon, ça c'est pareil, ça servira toujours. Alors c'est vrai que faudrait que j'aille voir parce que encore une fois, je rappelle que sur les selfs, j'en ai déjà parlé, d'avoir la self-inductance et le courant de saturation, c'est bien. Déjà, c'est bien d'avoir le courant de saturation, mais voilà, il faut aussi savoir le matériau et le type de self. Est-ce que c'est des selfs HF pour la découpage, anti-parasite? Donc ça, j'essaierai de trouver ça.
Après, il y a cette boîte, et là, pareil, on peut voir ces espèces de tubes ici en céramique. Et là encore, ça c'est vachement intéressant, éventuellement pour faire des résistances chauffantes, des trucs comme ça. Hein. J'ai du fil spécial, on appelle du fil de Quintal, là, qui permet de faire des résistances chauffantes. Et là, on peut justement, éventuellement, les passer là-dedans pour tenir les fils. Et ça a bien sûr l'avantage de tenir à la haute température. Et ça, c'est très intéressant aussi. Alors ensuite, ces petits convertisseurs. Donc là, j'ai pas réussi à trouver la doc, mais j'ai fait quelques essais avec. Et on peut voir que c'est des convertisseurs continu, et qui donnent en sortie 3 tensions, plus 5 volts, plus 15 volts, moins 9 volts. Et ici en entrée. Alors, déjà j'ai fait quelques mesures. C'est des convertisseurs qui ne sont pas isolés. Et le circuit intégré ici, c'est un une sorte de double hacheur à découpage. Ça, j'ai trouvé la doc. Et j'ai fait des essais. A priori, la tension d'entrée, ça va être aux alentours de 12 volts. Et ça peut sortir sur le 5 volts. Ça tient 300-400 mA. Et ça, c'est pareil. C'est toujours intéressant, quand on n'a qu'une seule tension, d'avoir une tension positive, négative, du 5 volts pour de la logique ou autre. Donc ça, c'est certain que ça me servira. Et pareil, on peut voir qu'ils sont tout neufs. Et même ajustables. On peut voir ici, il y a des petits potentiomètres pour régler les tensions de circuit. Alors, on avait ce genre de ferrites qui sont, en gros, permettent de faire des transformateurs HF et qui contiennent dedans, on va voir, la bobine qui va bien. Voilà. Et donc, avec ça, on peut très facilement faire toutes sortes de transfos avec plusieurs enroulements ou des choses comme ça. Alors, soit on a la chance de retrouver ici la doc, mais sinon, même si on la connaît pas, on peut faire des essais assez facilement. Je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. En fait, on fait déjà par exemple 10 tours, on fait une mesure, sachant que généralement sur ce genre de choses, le rapport entre le nombre de tours et l'inductance sont assez connus. Après, en fonction du fil et tout, on peut même faire des essais pour monter en fréquence, mais ça peut faire vraiment soit des convertisseurs d'alimentation, soit des transfos d'isolation BF ou autre. Enfin, voilà, il y a plusieurs usages possibles, donc ça c'est toujours très intéressant. Il faut bien sûr faire attention, c'est très fragile, hein, la ferrite, ça casse comme du verre. Alors il y avait un petit servomoteur de la marque E-Tech bien connue. Alors pareil, j'ai essayé avec mon super testeur de cerveau, il fonctionne très bien. Alors là, on a des super interrupteurs de compétition qui sont des modèles assez pro en fait, voilà, qui sont, on peut voir, constitués en fait de ces micro-switch qui sont bien connus. Et on peut voir, voilà, derrière, il y a ce système de palette qui vient les manipuler. Donc avec ça, on voit qu'on a quadruple inverseur. Et ça, en fait, j'ai assez souvent vu des fois des interrupteurs qui sont faits comme ça avec des micro-switch. Et qui permettent, alors ça existe avec 1, 2, 3, 4, voire plus si affinité. Donc là c'est pareil, ils sont tout neufs. Donc ça c'est de l'excellent matériel ça. Ça fait généralement de très très bons contacts. Bon ça je l'ai gardé un petit peu pour le fun, parce que c'est surtout pour l'étiquette. Voilà, là on voit Sinocaps, des condensateurs de 330 picofarad, 10%, 100 volts. Alors je connaissais pas cette marque, voilà, condensateur Fribourg de Suisse. Et là on peut voir ces 3 condensateurs, donc qui sont tout neufs et bien sûr, je suis quasiment sûr, toujours utilisables, un condensateur polyester. Là on retrouve ces espèces de petites palettes en silicone avec les espèces de petits adaptateurs. Donc ça c'est typiquement ce qui permet de monter des transistors de puissance sur des radiateurs en faisant à la fois une isolation électrique et ça c'est un matériau qui conduit très bien la chaleur. Alors, ça dispense pas, enfin, il y en a qui disent que ça remplace la pâte thermique. Après, il faut regarder. Il y en a où c'est vrai, il y en a où c'est pas mal d'en rajouter un peu. Enfin, voilà. Donc ça, c'est avec ces petits canons isolants. Donc ça, c'est sûr que ça peut servir aussi. Alors après, il y avait ces trucs-là qui sont des relais temporisés. Un petit peu universels. Voilà. Donc, il y en avait 2 modèles. Un modèle en 12 volts et un modèle en 200 volts. Donc ces relais temporisés, on voit qu'on peut régler ici la durée, sachant qu'il y a différentes gammes. Par exemple, là on voit de 16 à 160 secondes et de 2 à 20 secondes. Enfin voilà, on choisit en gros la gamme ici et là le réglage fin. Ensuite, on a là différents modes.
Hein, on peut voir que on voit ici, grâce à ces schémas, est-ce que c'est ce qu'on appelle un délai, c'est-à-dire est-ce que c'est quand il y a la tension, ça met un certain temps avant de s'enclencher, est-ce que ça s'enclenche et quand on coupe ici, ben, ça reste enclenché un certain temps, est-ce qu'il est ce qu'on appelle retriggerable, c'est-à-dire si une fois qu'il a enclenché, la commande disparaît, revient, est-ce que ça repart un cycle ou ça ne prend pas en compte, enfin voilà. Donc là, grâce à ça, on peut régler aussi les différents modes que l'on veut. Et derrière, donc, bah, ça peut donc commuter ici des charges. Et là, c'est le même, mais manifestement en 12 volts. Donc ça, c'est bien sûr des relais. J'ai pas réussi vraiment à trouver la doc. Ça doit être relativement ancien, mais sans doute des relais utilisés. Ensuite, il y avait ça. Alors ça, c'est quoi? C'est des capteurs de proximité. On peut voir ici par rapport à ça, et voilà, si on s'en approche, ça peut déclencher un contact, voilà, ici un relais par exemple, et donc cela s'alimente en 220 directement. Alors ce que je ne sais pas par contre, c'est qu'un peu bizarre, c'est qu'ils disent 1, 2, 3, mais là on a que des fils de la même couleur. Bon, il faudra que je regarde, enfin on doit avoir moyen de retrouver le brochage. Tiens, dans les voyants, il y avait aussi ce modèle-là, là. Pareil, j'adore ça. Les toutes premières alimes que j'ai eues, ma première alimentation stabilisée, c'est une alimentation Rochard 6 volts qui avait un voyant de ce style-là. C'est super look. Alors toujours dans les boutons, là on peut voir tout un lot de ce beau bouton gris, et là différents adaptateurs dessus qui permettent de mettre des pointeurs rouges ou jaunes, ou ces collerettes, je veux dire, transparentes. Donc ça, ça me servira aussi. Alors, il n'y a pas les cabochons dessus, mais je crois que j'en ai des cabochons comme ça. Et ça, c'est des boutons que j'aime bien, parce qu'ils ne prennent pas beaucoup de place. Et ça tombe bien, j'ai plein de potentiomètres avec ce genre d'axe. Donc ça servira très bien. Ensuite, ces petits adaptateurs, là, qui sont très connus, qui permettent donc de faire du câble USB, avec, là, on peut voir différents trucs, Apple, ça va être pour des téléphones portables. Là, on voit c'est de l'USB micro. Et hop, ça permet comme ça de voyager. Ça, c'est toujours éventuellement pratique. Donc là, on peut voir ce genre de serrure, hein, de bonne qualité aussi, qui permettent d'avoir 3 positions. Donc on peut voir ici, il y a 3 jeux de clés, et d'aller dans un sens ou dans l'autre, sachant qu'on peut enlever la clé dans toutes les positions. Je rappelle qu'il y a des serrures où la clé ne peut pas s'enlever dans certaines positions. Donc là, on va dire qu'il y a 3 positions. Alors avec ça, bien sûr, on peut soit piloter un commutateur, ou faire quelque chose de purement mécanique pour bloquer. Donc ça, je pense aussi que ça peut avoir un jour une utilité. De la cosse Faston à souder sur circuit imprimé. Bon, c'est vrai que je suis pas très fan de ces cosses là, parce que je trouve que c'est toujours assez chiant à mettre. Mais bon, c'est quand même un standard très utilisé. On trouve ça surtout des fois dans l'électroménager, des choses comme ça. Donc là, elles sont toutes neuves. Très facile à souder. Là, ce que je suppose être des fusibles haute tension, ce qui explique leur grande taille. C'est pareil, c'est la première fois que je vois des fusibles comme ça. A priori, il n'y a rien de marqué dessus. Alors, ça pourrait éventuellement être des diodes haute tension, mais je vois pas de sens. Ensuite, il y a un certain nombre de semi-conducteurs, dont certains, on va le voir, sont des semi-conducteurs de légende. Donc, il y avait ici ce A3979, donc ça, c'est des petits contrôleurs de moteur pas à pas, en boîtier CMS, comme ça. On avait un peu différents types de composants. Donc là, on a des TL071, donc des amplificateurs opérationnels. Bon là, c'est pas vraiment des semi-conducteurs. Donc c'est pareil, ça c'est des condensateurs. Un WIMA, pareil, hein, c'est une marque de condensateur très connue. Donc 3 microfarads, 250 volts. Donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils ne fonctionnent pas. Ici, des régulateurs 78L09. Donc, je rappelle que les 78L, c'est des versions, on va dire, moins puissantes des fameux régulateurs, genre 78,05 et un petit peu pour toutes les tensions. Donc là, généralement, ça tient dans les 100 mA, ça. Donc ça, voilà, pareil, très utile. Là, alors là, tiens, on voit un truc qui est aussi intéressant. Alors, c'est pas réellement un semi-conducteur. C'est la première fois que je vois ça. C'est un domino fusible. On peut voir c'est un domino de raccordement, mais qui permet, toc, là, si on veut, de mettre un petit fusible
Et donc si on veut rajouter un fusible comme ça sur un fil, on peut mettre ça. Donc ça c'est sympa. Première fois que je vois ça. Là, on voit un certain nombre de semi-conducteurs discrets. Alors, bon, je ne vais pas tous vous les dire, mais il y a du MOSFET Canal P, donc ça c'est très intéressant. Je vous renvoie sur ma vidéo là-dessus. Il y a de la diode rapide, des triacs, des transistors, donc, et tout ça apparemment neuf et en très bon état. Et là, donc un certain nombre de circuits intégrés. Il y a des photos triac, dont je vous ai déjà parlé, des circuits logiques, différents types. Ici, on retrouve des horloges intégrées, donc de différentes fréquences, 16 MHz. Donc ça, je rappelle, c'est pareil, hein, c'est très pratique. Plutôt que de s'emmerder à faire un oscillateur, ces circuits, là, généralement, voilà, il y a 4 broches. Hein, ça s'alimente généralement à la masse ici, plus 5 volts, la sortie là. Et cette broche-là est soit non connectée, soit elle sert de commande de la sortie. C'est-à-dire que selon son niveau logique, la sortie est active ou non. Donc ça, j'en ai plein et l'important c'est d'avoir du choix, mais voilà, quand on a la chance d'avoir la fréquence dont on a besoin, ça fait des oscillateurs qui sont toujours relativement très fiables. Alors là, tiens, un circuit intégré de légende, le UM3750, qui parlera sans doute à certains d'entre vous. Donc c'est un circuit qui est assez proche du fameux MM53200 de National. En gros, c'est un circuit qui permet de faire une télécommande. C'est-à-dire que on met ici un code à l'entrée et on peut l'utiliser en émetteur. Donc derrière, ça fait un train d'impulsion qui peut être utilisé pour de la radio, pour de l'infrarouge, pour de l'ultrason. Et le même circuit, on peut le faire marcher en récepteur. Et s'il a le même code, eh ben, il répond donc aux impulsions. Et ça a été hyper utilisé pour faire des tas de sortes de télécommandes diverses et variées. Télécommander des ampoules, des portails, tout ce qu'on veut. Donc là, des thyristors de basse puissance, hein, BT149D. Donc pour info, ce genre de thyristor, voilà, ça tient 400 volts, 500 mA. Ensuite, nous avons un transistor de légende qui s'appelle le 2N2646. Et ce transistor est un transistor dit unijonction. Alors le transistor unijonction, hein, c'est un transistor un peu spécial. Je vous ai déjà vaguement parlé, mais un jour il faudra que je fasse une vidéo là-dessus et sur aussi les putes. Oui, non, mais Maurice, quand je dis les putes, pas les filles qui traînent dans la rue, les putes, c'est l'acronyme aussi de Programmable Unijunction Transistor, qui sont en fait des transistors unijonction, mais qui ont généralement, des fois même une patte en plus, enfin, voilà, où on peut régler un certain nombre de choses dessus, et qui ont à peu près la même fonction. Donc, alors les transistors unijonction, ça a été très utilisé dans le temps. Ça pouvait servir par exemple pour piloter des thyristors, justement, des triacs, des trucs comme ça. Ça permet de faire assez facilement en fait des oscillateurs, hein, des oscillateurs en dents de scie ou autre. C'est vrai que maintenant c'est quand même un composant qui est le moins utilisé, mais ça tombe bien ça parce que en fait j'en avais peut-être 2 ou 3 et qui me restaient. Et donc là, on voit qu'avec ça je suis vraiment tranquille un moment. Et donc je rappelle que les connexions sur un transistor en disjonction, en fait il y a un émetteur et 2 bases, B1, B2. Qui s'appelle comme ça. Mais je ferai sans doute un jour une vidéo là-dessus. Tiens, en regardant dans la boîte, avant de parler d'autres composants, il y avait ça. Hein. Alors ça, c'est pareil, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est un potentiomètre, mais on voit que le bouton, voilà, fait cadran comme ça à l'intérieur. Et en fait, quand on tourne, la partie ici ne tourne pas avec, on voit, et permet d'afficher de façon assez précise cette graduation. Donc là, voilà, encore une fois, je vois encore un nouveau type de potentiomètre. Pourtant, Dieu sait que j'en ai vu dans ma vie, mais je pense à pas encore avoir fait le tour. Et ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Ça fait des trucs assez sympas. C'est pas un potentiomètre 10 tours, hein, mais ça permet de faire des réglages assez précis, et éventuellement de les noter et d'y revenir. Donc il y a 2 valeurs. Hein. Je crois qu'il y a un 20K et un 1K, je crois. Et pareil, on peut voir que c'est du matériel tout neuf. Donc ça, je ne me priverai pas de l'utiliser peut-être un jour dans un montage. Alors, pour finir ça en beauté, on va parler de quelques autres composants de légende qu'il y avait dans ce super colis. En particulier, ce circuit. Alors ça, c'est un circuit qui est, ma foi, très rare. Et qui n'est pas jeune du tout, hein, vu que si on regarde le datecode, il date de 77. Hein, donc... ça fait quelques années, et il répond au doux nom de UA726.
Alors on peut voir que c'est un circuit qui est dans un boîtier TO5 à 10 broches et qui était souvent, c'était livré à l'époque sur ces espèces de carrières là, qui permettent de bien les maintenir. Et derrière, bah, là, on peut les sortir et les mettre, les insérer soit dans un PCB, soit dans un support. Alors ces circuits-là, ça existe en différents, souvent c'est en 8 broches, mais ça existe en 10 broches, je crois même, j'en suis pas sûr, mais j'en ai vu même des 12 broches des fois. Alors qu'est-ce que c'est que ce circuit et en quoi il est original? Alors je vous ai imprimé vite fait la première page du datasheet pour bien voir ce que c'est. Et donc si on regarde bien, c'est un Temperature Controlled Differential Pair. Alors c'est quoi l'idée de ce circuit? Ce circuit, comme on peut voir ici son schéma, à la base, l'idée c'est d'avoir deux transistors. Et ces deux transistors qui sont sur le même, ce qu'on appelle le même substrat, sur la même puce, ce qui déjà amène un certain nombre d'avantages, comme je vous en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, c'est que généralement, vu qu'ils ont été fabriqués en même temps, ils ont des caractéristiques qui sont déjà très très similaires. Donc ça c'est un des intérêts d'avoir des transistors comme ça, je veux dire sur la même puce. Dans certains cas même il y a du trim laser pour les ajuster, mais là je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais ça permet donc déjà d'avoir deux transistors très semblables. Mais là on peut voir qu'il y a aussi cette partie-là, et cette partie-là c'est quoi? C'est un chauffage. C'est un petit peu comme sur le LM199, c'est un système qui va permettre assez facilement de chauffer la puce. Cette puce elle est dans ce boîtier, ils disent bien qu'à l'intérieur il y a un isolant thermique. Donc comme elle est très petite et qu'il s'est isolée, elle va monter en température assez vite. Et grâce à ce système-là, via une résistance, on peut choisir la température de la puce. Et si généralement on s'arrange pour qu'elle soit relativement haute par rapport à l'ambiance, par exemple 40 ou 50 degrés, ce qui est généralement bien plus chaud que le reste du montage, ben ça veut dire qu'à ce moment-là, la température va être très stable. Et comme on le sait, les semi-conducteurs sont très sensibles à la température. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre, grâce à ça, à ce que les transistors, d'un coup sur l'autre, aient toujours, je veux dire, les mêmes caractéristiques. Et donc ça c'est quelque chose de vraiment très important. Et grâce à ce montage, on va pouvoir donc avoir ces deux transistors qui seront toujours vraiment avec les mêmes caractéristiques et surtout très proches l'un de l'autre. Alors à quoi ça sert de faire ça? Une des utilisations, la favorite, c'est pour ça qu'il y a deux transistors, c'est de faire ce qu'on appelle des paires différentielles. Donc ça, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais typiquement, c'est comme ça qu'on va faire des entrées d'ampli hop ou des comparateurs et des choses comme ça. Donc qui auront toujours les mêmes choses, mais ça peut servir à d'autres choses. Dans la mesure où souvent on utilise par exemple la caractéristique exponentielle du courant ici en fonction de la tension base émetteur pour faire des montages genre amplificateur logarithmique, exponentiel, des trucs comme ça. Et grâce à ça, pareil, ces montages-là, ils sont souvent très chiants parce que justement, ils sont très dépendants de la température ou du type de transistor. Alors qu'avec un montage comme ça, voilà, comme très vite, il sera toujours à la même température, ça permettrait de faire des amplis comme ça, logarithmiques ou autres, ou des convertisseurs RMS par exemple, qui varieront peu dans le temps. Donc c'est un circuit qui est, ma foi, assez rare à trouver maintenant. Alors j'ai cherché sur le net, et il semblerait en même temps que, la référence qu'on trouve le plus, c'est que ça serait utilisé dans un synthétiseur Roland, ce circuit-là, pour faire un VCO. Et voilà, j'ai vu qu'il y a des articles, des gens qui n'arrivaient plus à trouver ce circuit, qui le transformaient par autre chose. Voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo ou un montage qui utilise ce vénérable circuit, mais voilà, c'est quand même une très bonne pioche. Sinon, dans les divers circuits intégrés, il y avait deux autres circuits de légende. Un que j'ai toujours prévu un jour de faire une vidéo dessus, parce que c'est vraiment un circuit très connu, c'est le LM2907 ou 2917, qui sont en fait les mêmes. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a une diode Zener de régulation sur la lime que l'autre n'a pas. C'est des circuits qui en plus existent en 8 broches ou en 14 broches. Voilà, sachant que voilà, éventuellement c'est une version économique. Ça arrive des fois d'avoir ces circuits comme ça. Là on voit que quand il est en -8, c'est la version plus petite. Et donc ce super circuit, c'est un convertisseur fréquence vers tension.
Et sachant que derrière, on peut avoir soit une sortie linéaire, soit une sortie à seuil, par exemple. Avec ça, on pourrait faire un truc qui, par exemple, voilà, c'est la fréquence des pages, n'importe quoi, 1 kHz, et bien la sortie passe à 1 ou à 0, ce qui peut permettre de faire une alarme, de faire un couper quelque chose, enfin, on peut faire plein de trucs avec ça. Et c'est un circuit très très connu. Et dans les circuits de légende, il y en avait un autre qui est un petit peu son pendant, qui est le très fameux LM 131, 231, 331. Je rappelle que chez National, très souvent, on avait comme ça les mêmes références, mais avec 1, 2 ou 3, selon le type. C'est-à-dire 131, c'est le modèle militaire super costaud, 231 industriel, 331, on va dire en public, entre guillemets, sachant que le prix est... voilà, plus ça monte ici, moins ça coûte cher. Et donc ça, c'est un circuit qui est très très connu, qui a été développé par le fameux Bob Pease, c'était un peu la marotte, hein, si vous connaissez un petit peu ce personnage mythique de l'électronique, hein, qui a conçu pas mal de circuits intégrés. Il adorait faire des VCO, et celui-là, c'est un de ses bébés. Et pareil, c'est un circuit que j'ai très souvent utilisé, qui marche très très bien, et qui permet de faire des conversions avec, voilà, on peut voir que on peut arriver à des 0,01% de linéarité, ce qui est vraiment quelque chose de sympa. Donc une autre façon de faire ça, par exemple, ça peut être de transmettre une info analogique isolée. Par exemple, si vous prenez un convertisseur comme ça, vous mettez une LED et une fibre optique, à l'autre bout, vous mettez le fameux 2917, et vous pouvez comme ça, de façon assez fiable, transmettre une tension continue, mais de façon complètement isolée. C'est d'ailleurs un truc que j'avais fait dans le temps, pour mesurer des tensions de plusieurs dizaines de kilovolts. Avec ça, on avait une isolation parfaite. Bien, ben voilà, je vois déjà que ça fait une vidéo bien longue, mais bon. Voilà, j'étais vraiment très content de vous montrer ces merveilles, hein, que très gentiment donc m'a envoyé Joseph, que je remercie beaucoup. Et je sais que ça vous intéresse aussi souvent, hein, quand je vois les commentaires. En même temps, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des informations, des anecdotes sur ce que je vous présente, hein, de les mettre en commentaire de la vidéo. C'est toujours très intéressant. Donc, bah voilà, hein, comme je l'ai dit, ça c'était un des colis de fans que j'ai reçu. Donc j'en ai reçu un qui est encore beaucoup plus gros, hein, il est plus de 60 kilos, je crois, c'était carrément une caisse, et qui, je pense d'ailleurs, fera l'objet de plusieurs vidéos. Enfin voilà, de toute façon, c'est toujours pareil, hein, comme je le disais, je vais pas non plus faire que ça. Donc j'ai plein d'autres trucs à vous présenter, à vous montrer. Donc restez à l'écoute. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir si j'ai un vaccin anti-britannique? Anti-tétanique, tu veux dire? Non, anti-britannique, tu t'es blessé avec une clé anglaise. Mon Dieu, mon Dieu. Pardonnez-lui, je crois qu'il sait pas ce qu'il dit. Que Somic, le démon du silicium, veille sur vos transistors, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.